Bulletin F1. Bonjour à tous et bienvenue à ce 59e épisode du Bulletin F1. Bien sûr, vous l'aurez compris en entendant ma voix, ce n'est pas celle d'Abdou Sall, mais bien celle de Marc-André Fortin, habituellement collaborateur, mais maintenant à l'animation pour quelques semaines en attendant que Abdou passe un peu ses examens à l'université et nous revienne en force. Donc, j'ai très hâte de le revoir, mais pour l'instant, je vais prendre la position d'animateur par intérim jusqu'à son retour. Et je suis bien sûr accompagné de notre collaboratrice très habituelle, Anna-Maria Mercato-Lopez. Salut Anna-Maria. Salut Marc-André. Ça va bien? Oui, ça va bien. J'ai presque dit Abdou, mais... On est tellement habitués, rendus là, après tant d'épisodes avec Abdou. Oui. C'est son premier quand même, sa première absence depuis qu'il a parti le projet. Donc, il a dû se rendre à 58 avant de malheureusement s'absenter, mais il va nous revenir en grande force dans quelques semaines. On ne sait pas encore combien de temps on va être nous deux, mais on a déjà très hâte de le retrouver. Donc, au menu, en fin de semaine, au menu ce soir, ou à n'importe quel autre moment où vous allez nous écouter. On va revenir bien sûr sur le Grand Prix de Portimao au Portugal. Nous allons revenir sur le record de Lewis Hamilton avec sa 92e victoire. Incroyable quand même de voir ça nous arriver cette année. Ensuite, nous allons revenir sur le mercato de la Formule 1. Quel bonheur de suivre l'action de ce mercato avec Red Bull qui nous surprend à chaque année. Mais bien sûr, Albon n'a pas répondu aux attentes. Donc, on va en parler un peu. Sinon, Gasly qui a l'air de rester avec AlphaTauri, ça a été annoncé aujourd'hui. Alors, j'ai très hâte d'entendre les commentaires d'Anna-Maria à ce sujet. Et bien sûr, il y a Az qui ont peut-être pas surpris tout le monde, mais... C'était surprenant de voir l'annonce avec Magnussen et Grosjean arriver aussitôt dans la saison. Alors, et on va pouvoir voir ce qui se passe avec eux dans le futur. Et ça va ressembler pas mal à notre menu du jour. Et j'ai très hâte de m'entretenir avec Anna-Maria. Et nous allons pouvoir débuter tout de suite avec le retour sur le Grand Prix de Portimao au Portugal. Et avec une victoire de Lewis Hamilton, qui gagne encore une fois et qui obtient le meilleur tour, donc obtient 26 points, tout juste devant Bottas et Verstappen. Anna-Maria, c'est un podium qu'on a l'habitude d'avoir depuis le début de la saison quand même. Mais oui, c'est les seuls points qui n'étaient pas pareils. Maintenant, je l'aime pas. Parce qu'après ça, on dirait que la chose se passe pas très bien pour quelques-uns, mais c'est sûr Hamilton, c'est lui qui amène depuis le début de l'année et irrésemblablement, il va rester lui en avant et on attend le septième et je pense qu'il est déjà dans la poche. Il y a pas de chance pour Bottas de réussir le rattraper, il n'y a pas de chance de Verstappen, il essaye, mais la seule chose qu'il peut faire, oui, tellement loin, la seule chose qu'il peut faire, c'est approcher à Bottas, rester pour batailler avec lui, au moins, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Et Hamilton, oui, des fois on dit, oui, il a la meilleure voiture, ça domine depuis longtemps, mais quand même, c'est lui qui conduit la voiture, il ne va pas se rendre tout seul. Et c'est un pilote absolument incroyable. Oui. Il continue à nous surprendre de Grand Prix en Grand Prix. Et juste pour un petit rappel rapide, Lewis Hamilton est toujours premier au classement avec 256 points, devant Bottas avec 179. Max Verstappen, avec sa Red Bull, se trouve à 162 points. Et tout juste derrière, avec surprise quand même, Daniel Ricciardo avec sa Renault à 80 points. Et Charles Leclerc,
qui continue à obtenir des points, qui se retrouve 5e avec 75 points. Et justement, je voulais aborder le sujet. Il a eu une 4e position lors du Grand Prix du Portugal. Et c'est une performance, encore une fois, qui est étonnante, qui réussit à aller chercher le meilleur de sa voiture avec surprise et avec étonnement. Mais je veux t'entendre, Anna-Maria, sur la performance de Leclerc qui a été, qui a été quand même calme, mais il fait le travail présentement quand même. Oui, mais Leclerc, quand même, il fait le travail depuis le début de l'année. Ben, on ne parle même pas de Vettel parce que pour moi, il n'est même pas là. Mais Vettel, il quand même fait le travail. Il se plaignait, si on parle juste de lui, pour pas aborder l'autre sujet, lui il se plaignait avant de la voiture, il était inconducible, c'est très difficile, ça bouge trop, mais depuis le Grand Prix à Russie, Ouais. ils ont commencé à mettre de nouvelles choses dans la voiture, de nouveaux ailerons, ils ont quand même réussi à amener quelque chose, même que pour Portimao, ils ont encore mis quelque chose de nouveau parce qu'ils corrigeaient ce qu'ils ont mis à Russie. Mais ça là que ça commence à marcher, il manque encore beaucoup, mais quand même, Leclerc est capable comme ça de se tenir devant la Racing Point, que quand même c'est une voiture qui n'est pas mauvaise. Mais ça veut dire que le travail que fait Ferrari, ça commence à donner des résultats, mais ça manque encore beaucoup parce qu'ils sont loin, ils sont encore très loin de Mercedes. Complètement. Oui, parce que Ferrari ne peut pas se tenir comme objectif juste rester 4e ou 3e. L'objectif de Ferrari devait être aller chercher Mercedes, mais au moins ils font quelque chose, mais ça qui est un peu préoccupant, c'est que l'année prochaine, ça va être à peu près ça. Il n'y a pas de changement de réglementation, il n'y avait pas trop de changement de voiture, juste continuer à travailler avec ce qu'on cette année et améliorer un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Mais quand même, il a fait un bon travail. Ça donne de l'espoir aussi. Oui, Mais il faut remarquer que Vettel, il n'y avait pas toutes les nouveautés. Non, C'est vrai. effectivement. Puis on l'a vu. Oui, ça se voit, mais parce qu'on peut dire, oui, lui, il n'est pas bon, mais c'est ça, la voiture n'est pas pareille. Elle n'est pas pareil. Puis c'est à noter, il a quand même terminé 10e, donc obtient un point pour Ferrari. On voit en ce moment et dans les derniers Grands Prix que la Ferrari, bon, tu l'as dit, elle est un peu meilleure malgré les améliorations que Ferrari a tenté d'amener. Et c'est positif pour l'avenir de Ferrari, même si la voiture va rester pratiquement intacte lors de la prochaine saison, de voir de l'amélioration et de voir que cette voiture-là est capable de en donner un petit peu plus cette année. Ça peut donner de l'espoir à un peu tout le monde, un peu ramener les équipes à travailler encore dans le même chemin et de poursuivre le travail pour être certain que l'an prochain, il y ait de l'espoir. Et c'est ce que Ferrari est en train de créer parce qu'on a tellement parlé en mal de Ferrari depuis le début de la saison qu'on dirait que d'avoir cette performance qui est quand même notable là, de réussir à mettre les deux voitures dans le top 10, d'obtenir des points, c'est notable. Et c'est intéressant de parler enfin de peut-être un peu de positif pour Ferrari. Oui, c'était très bien. Et en plus qu'en Portugal, ils n'ont pas roulé beaucoup parce que la première session il était trop accidentée, des drapeaux rouges, et qu'ils n'ont pas eu le temps de trop essayer des choses et quand même, ils ont réussi à avoir une bonne performance. Une autre voiture qui a bien fait en début de Grand Prix, mais ça s'est gâché un peu par la suite, et pour des raisons de pneus et tout ça. Carlos Sainz qui a fait un départ, ma foi, complètement incroyable, qui réussit à dépasser un peu tout le monde. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce départ de Carlos Sainz? Je dirais que, en tout cas, le départ que j'ai plus aimé, c'était celui Oui, j'allais y venir justement, mais on peut en parler tout de suite. C'était incroyable aussi comme
comme départ, là. On a rarement vu ça. Dans mes souvenirs, on a rarement vu ça, là, un départ aussi explosif qui donne un résultat aussi rapidement. Oui, c'est ça, parce que oui, ça y est, il a fait un bon départ, Mhm. mais aussi c'est que lui, il était chanceux dans las circonstances il était là quand les autres ils faisaient de ce rôle. Je dis, oui, c'est un bon départ parce que pour être là, il faut être là Mhm. pour Effectivement. profiter, mais c'était pas un départ canon comme Kimi qui juste dépasser des voitures, mais lui, oui, est un bon départ, mais il y a eu l'accrochage de Pérez Ouais. Et y, Max. et Max Verstappen, et après les deux Mercedes qui ne réussissent pas à se tenir parce qu'il y avait quelques gouttelettes d'eau, le départ était un peu brouillon Ouais. aussi, même si Sainz c'était un bon départ, et on peut se sortir de piste quelquefois aussi, c'était pas parfait non plus. Oui, il a tenu le coup pendant un tour. Mais après ça, c'était la débâcle parce que dès qu'ils peut sécher, dès qu'ils peut utiliser le DRS tout le monde, c'était fini. Et en Mais quand plus, même, la McLaren avait de la difficulté en fin de semaine avec la tenue de route, justement, avec les pneus. On dirait que les circonstances faisaient en sorte que le mélange se faisait très mal entre la voiture et les pneus. Donc, effectivement, ça n'a pas tenu. Mais du moins, je pense que ce qui est à retenir de ces deux départs, c'est qu'on a encore des beaux spectacles lors de lancer des voitures. Et Kimi Räikkönen nous a montré tout son talent. C'était très difficile d'avoir ce tel départ, malgré tous les incidents qui ont fait en sorte que les oui. voitures ont ralenti. Mais du moins, on a vu encore que Kimi était encore, malgré son âge, malgré tout ce qu'on peut lui dire sur le pilote qu'il est un excellent pilote et il continue de le montrer malgré tout ce qui arrive avec sa voiture. Non, y en plus, y juste avait son Alfa Romeo, c'était pas un Red Bull, c'était pas un Toro, c'était pas la grosse voiture, c'était la Alfa Romeo. On était en plus surpris parce que c'était pas la meilleure voiture del plateau qu'il tenait, mais au moins sa partie de la course à Portimao y montrait que il n'y avait pas de DRS, il ne pouvait pas utiliser le DRS, et juste utiliser tout son talent pour Son expérience. aller, son expérience pour aller en avant, il n'y avait rien d'autre. C'est ça qui fait que c'était comme, wow. Et on vous a fait assez languir. On va enfin aborder cette 92e victoire d'Hamilton, qui est encore une fois qui dépasse enfin Michael Schumacher. Il avait égalisé lors du dernier Grand Prix avec une 91e victoire. Que signifie cette victoire-là, selon toi, Anna Maria, pour Hamilton? Je pense que pas juste pour lui, pour la Formule 1 en général, c'est quelque chose de spectaculaire. Parce que je disais une fois, oui, on se plaignait quelquefois parce que Schumacher, il gagnait beaucoup, il battait tous les records, mais c'était tout seul, lui. Il faisait pas les records de personne, il battait les records de lui-même parfois. Fait que je dis, au moins Hamilton, c'est pas juste, il y avait pas un objectif clair, mais il a juste arrivé là. Ça donnait qu'il se retrouve là à battre tous les records de Schumacher. Qu'est-ce que je pense que cela donne un peu plus de valeur parce que c'est pas juste faire les records, parce que l'auto est bon, parce que l'équipe ça marche très bien, non, mais parce qu'il y avait quelqu'un qui a fait quelque chose avant, et lui, on pensait qu'il y avait personne capable. Une fois, on a pensé, peut-être à Vettel, mais ça s'arrêtait là à Red Bull, mais on pensait, il va pas capable, on pensait pas que Hamilton, ça commençait juste à 2008, oui, il a gagné son premier, mais
en 2014, ça décollait. Ouais, vraiment. Ça Puis, décollait et n'arrêtait pas. ce qui est beau avec Hamilton, c'est surtout son histoire avec le fait que son père avait 4 emplois afin de lui permettre de lui donner la chance de faire du karting et de s'apercevoir aujourd'hui que tous ses sacrifices se sont enfin concrétisés en un énorme champion. Peut-être, le débat est toujours ouvert, mais peut-être le plus grand pilote de Formule 1. Maintenant, il a concrétisé le tout avec cette 92e victoire, mais c'est aussi le fait qu'il a eu des obstacles dans sa carrière qui l'ont forcé à travailler pour rendre ses voitures meilleures. Et ça, on oublie souvent ça, mais il faut un œil d'un pilote spécial pour rendre une voiture meilleure. Et à chaque fois, Hamilton était capable d'identifier le petit problème avec ses mécanos pour la rendre supérieure et lui donner de meilleures performances. Donc, c'est aussi ça, parce qu'on parle souvent de pilotes qui ont de la difficulté à trouver ces petits points-là. Stroll en est un pilote où, notamment, on parle souvent qu'il a peut-être de la misère avec la mécanique et tout ça pour rendre sa voiture meilleure. Mais Hamilton a toujours réussi à le faire et ça prouve à quel point il a l'œil et qu'il est probablement l'un des meilleurs. Oui, probablement, ¿no? Je dis probablement, il l'est. Mais... Lui, il déjà concrétisé tout, il n'y a rien à dire là-dedans. Et ce qui est aussi le fun, je pense qu'il y a eu des coéquipiers dans sa carrière qui l'ont peut-être poussé à être meilleur. On parle de 2014, mais le fait aussi d'avoir compétitionné avec un Nico Rosberg, est-ce que tu penses que ça peut l'avoir aidé à se focusser et à focusser son attention vers ses records, peut-être? Mais je pense que Nico, quand Nico a gagné son mondial, il a réveillé Hamilton. Uh-huh. Parce que lui, il était comme confortable, mais je suis là, je suis le meilleur, il n'y a pas de problème à m'amuser le fin de semaine, j'arrive, je cours, c'est fini, peu importe qu'est-ce que je fais, si je fais la fête, si je fais ça, c'est sûr, mais Nico, il l'a poussé à faire mieux encore, parce que oui, Nico, il a gagné, mais lui, il est pas si rapide comme Hamilton, c'est pas naturel. Lui avait besoin de beaucoup s'entraîner, de travail, de beaucoup étudier la voiture. Il disait, il étudiait la course, il étudiait la télémétrie, toutes les petites dates, juste pour arriver à battre Hamilton. Mm-hmm. Et finalement, c'est qui va l'avoir éteint aussi, le fait que l'année après, il a pris sa retraite, c'est justement après tout ce travail, et ça prouve à quel point Hamilton est un coéquipier très dur à affronter, parce que si tu veux gagner, il faut que tu mettes ta chair, toute ton énergie là-dessus, et ça vient donner un autre argument aux gens qui supportent Hamilton et qui prouvent à quel point c'est un excellent pilote, là. Oui, Rosberg était tellement brûlé quand il a gagné son championnat qu'il dit non, c'est fini, je ne vais pas tenir les coups une autre année, mais il ne voulait pas perdre encore parce qu'il savait qu'il a eu la chance, il a tout fait pour réussir, mais il a dit aussi mentalement, physiquement, ça les poussait beaucoup. Fait que lui, il a dit, non, j'arrête là. Et c'est là qu'en même temps, Hamilton, il le poussait à travailler davantage parce qu'il savait que si à quelqu'un y arrive, il y avait comme il avait l'objectif de le battre, il était capable de réussir. C'est pour ça qu'après, lui, il s'est pris en main, il s'est pris en forme. Avant, il avait lâché même son préparateur physique, tout, il était tout seul et il pensait qu'il pouvait faire tout, mais non. Après ça, il s'est repris et il gagne tout le temps. Et sa décision de quitter McLaren vers Mercedes, bien sûr, ça a été un cran dans sa carrière, ça a été vraiment un slash. Mais on voyait Alonso qui, lui, a décidé de partir, de prendre une décision dans sa carrière et qui
sera finalement très malheureuse pour lui. Il faut aussi avoir l'intelligence d'Hamilton pour avoir pris cette décision et de se lancer dans une aventure qui était un peu risquée quand même pour Hamilton au moment où il a pris la décision de partir avec Mercedes. On voyait probablement le potentiel de cette voiture, mais elle n'était pas encore la meilleure voiture. Non, quand il est arrivé là, et en plus, on pensait, mais oui, quand lui disait, je vais arriver, je vais aider à travailler sur la voiture, à la faire performer, je vais gagner, et on pensait même pas, on dit, mais non, mais il est fou. Il est fou. Avant ça, il était Schumacher. Oui, c'est Rosberg qui faisait mieux, mais on pensait que lui, il va être pas capable de le faire. Il l'a fait quand même. Parce que oui, Mercedes a une bonne voiture, mais aussi il y a le travail d'équipe et ça marche très bien ensemble avec Hamilton, avec l'équipe, avec tout le monde. Il y a l'harmonie aussi. Il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de problème. Et ça donne une bonne énergie à l'équipe. Il n'y a pas de problème dentro de l'équipe. C'est à différence de Ferrari. Peut-être l'année passée, ils ont eu une voiture Paul était capable de rattraper Hamilton. C'était pas son meilleur l'année passée de Mercedes. Et c'était pas si super facile qu'il gagnait tout. C'est vrai. Mais le problème, c'est que Ferrari faisait beaucoup d'erreurs. Pas juste les pilotes. Premier erreur, il y avait deux pilotes qui se chicanaient en piste. Ouais. C'est pas bon parce que quand les deux pilotes se chicanent et les deux sautent, ils sortent parce qu'ils s'accrochent parce qu'il y a des problèmes entre eux. Et tout le monde y est perdant. Celui qui gagne, c'est Mercedes qui s'est sauté en gagnant tout le temps. Regarde, c'est Leclerc l'année passée, il a fait 7 pôles. 7 pôles en position et ça ne s'est pas converti en victoire. Même Hamilton, il a fait, je pense que 3 ou 4. Et il se retrouvait quand même à gagner. Je dis, l'année passée, c'est le plus où lui, il avait moins travaillé, il était moins dur, il était juste en pushant ça, mais ça ne enlève pas les mérites, mais je sais, c'est sûr que s'il y a une équipe qui ne fait pas un bon travail, c'est fini. Et Ferrari l'année passée, peut-être il y avait la voiture, même s'il y avait des problèmes, même s'il y avait des plaintes, mais les pilotes, ils faisaient des erreurs, les deux, pas un tout seul, les deux, ils étaient faisant des erreurs tout le temps. Et après, l'équipe, il y avait des problèmes dans les murs, il ne faisait pas la job, il ne savait pas où est-ce qu'il savait, il faisait des erreurs stratégiques qui facilement il donnait la victoire. Et c'est ça, c'est ça que tu ne trouves pas en Mercedes, tu ne trouves pas à Red Bull. Non, effectivement. Puis ce qui est beau aussi dans la Formule 1, ce que j'adore, c'est que oui, c'est un sport individuel parce que, bon, rendu sur la piste, bien sûr, il y a le pilote, mais c'est aussi un sport tellement d'équipe, ce qui rend aussi le sport aussi magnifique parce qu'en même temps, un joueur de tennis, bon, Abdou a ses références soccer, moi j'ai mes références de tennis et de hockey, mais au tennis, au moment où le joueur est sur le terrain, il n'y a que lui qui peut prendre ses décisions et aller vers l'avant pour tenter de gagner contre son adversaire. En Formule 1, c'est complètement la différence. Tu as les directeurs de course qui sont avec les pilotes, tu as les mécanos qui doivent faire un bon travail, tu as aussi, au moment de la course, prendre des bonnes décisions stratégiques et derrière Hamilton, il y a des équipes avec Mercedes, derrière Bottas, et l'harmonie entre les deux est tellement importante. Et on le voit à quel point ça favorise aussi Hamilton dans son parcours avec des coéquipiers qui l'ont, oui, poussé, mais aussi l'ont rendu à l'aise. Parce que, bon, il y a peut-être avec Rosberg où il y a eu beaucoup plus de friction, c'est peut-être le coéquipier où il y a eu plus de problèmes. Mais malgré tout, l'année avec Rosberg, ce n'était pas, peut-être pas en raison des
des frictions, que ça a moins bien fonctionné. Hamilton a eu beaucoup de difficultés avec ses départs. C'était justement le changement entre complètement électrique et un peu manuel lors des détours, lors des départs. Alors, ça l'a rendu la saison à Hamilton assez difficile. Mais c'est ça, je pense que le fait que deux coéquipiers réussissent à faire un travail et à s'allier, c'est ce qui donne peut-être la position de Bottas et qui va permettre à Bottas de continuer cette belle relation avec Hamilton dans les prochaines années. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer, mais pour l'instant, ça fonctionne assez bien. Oui, oui, ça marche très bien. Et il faut noter que même si on dit des fois Bottas ne donne pas la performance, mais lui, Hamilton, c'est lui qui doit gagner. Mais des fois, il est juste malchanceux. Complètement. C'est pas un problème que c'est pas l'équipe que les freine, c'est pas l'équipe que on peut pas dire que c'est lui l'escudé de Hamilton. Non, parce que lui aussi il fait son travail, mais des fois il est juste malchanceux parce que la seule fois que l'auto il va abandonner cette année, c'est lui. Ouais. Mais c'est pas une question d'équipe, c'est pas une question de préférence, c'est juste que des fois lui est pompé et ça marche pas très bien. Et il faut noter aussi que je disais plusieurs fois, la Mercedes est fait pour rouler en avant. Ouais. Juste, même Hamilton, quand l'auto n'est pas en avant, il y a des problèmes, c'est difficile, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et c'est ça. Hamilton est toujours en avant, Bottas n'est pas en avant, c'est lui qui coupe les problèmes. C'est pas parce que l'équipe il fait pas le travail pour lui. Puis ça, c'est un point qu'on aborde rarement, mais qui est tellement intéressant. Je suis content que tu l'abordes parce que on le voit, la différence, elle est assez franche lorsque une Mercedes se retrouve malheureusement dans le pétrin lors d'une qualification ou tout simplement pendant une course et qu'ils doivent patiner et travailler pour revenir, la voiture ne tient pas. Et parce que la fabrication à la base n'est pas faite pour être à l'arrière, elle est faite pour être à l'avant, tu l'as dit. Et c'est aussi ce qui donne autant de performance à la voiture. Par exemple, une Red Bull n'a pas le choix de se construire assez malléablement. Donc, elle n'a pas le choix d'être, oui, construite pour l'avant, mais aussi pour l'arrière parce qu'ils ne savent jamais ce qui va arriver. Alors qu'avec une Mercedes, dans les dernières années, on s'est assuré d'être à l'avant et non à l'arrière. Donc, autre sujet, on va y aller avec un autre sujet qui est assez intéressant. On parlait justement de Red Bull. Parlons de Alexander Albon, qui vous avez peut-être senti mon soupir de découragement ou de soulagement peut-être pour lui. On sentait l'an dernier qu'il y avait quelque chose dans sa personnalité et dans son travail qui lui permettait quand même de s'approcher de Verstappen côté statistique et tout, mais on pensait que ça allait être le bon pour les prochaines années chez Red Bull. On avait énormément confiance chez lui et ils ont continué à le prouver durant la saison. Ça a été long avant de lui mettre un ultimatum. Ça a été fait il y a 2 semaines. Red Bull lui ont indiqué que si ses performances n'étaient pas meilleures et ne s'approchaient pas suffisamment de Verstappen, il allait dorénavant plus faire partie de l'équipe Red Bull l'an prochain. Qu'est-ce qui se passe avec Albon? Pourquoi l'an dernier, on avait le sentiment que ça allait pouvoir fonctionner et que cette année, tout s'est effondré pour lui? Ouais, il y a deux choses. L'année passée, ouais, je dis tout le temps, quand un pilote, il n'y a pas d'expérience, il passe d'une voiture qui est à peu près bonne à une voiture plus bonne, c'est plus facile l'adaptation parce que il n'y a rien à se préoccuper. C'est comme quand Ricciardo il passe de la Toro Rosso à la Red Bull, c'est comme la grosse performance. Vettel était derrière et tout le monde disait c'est le plus bon pilote del plateau. Tout Ricciardo, il y avait comme tous les compliments, mais quand même, il venait d'une voiture moins performante.
si tu as vu, la même chose s'est passée avec Leclerc. Leclerc, il venait de Alfa Romeo et dès qu'il a touché la Ferrari, c'est tout de suite pole en position, il était bon, il était en avant, il était rapide et battre son coéquipier. Et c'était à peu près la même chose, je dis, Albon, il avait déjà sorti del programme Red Bull, il était ramené pour remplacer Gasly. Et après, tu sais qu'est-ce qui s'est passé avec Gasly? Gasly, quand même, c'est le seul, que je connais qui n'était pas confortable dans la Red Bull. Je ne sais pas si c'est dans sa tête. Ouf, tout simplement, physiquement, on sait vraiment pas. Puis justement, je pense que ça a été tellement bénéfique pour Gasly de voir qu'un pilote comme lui, et on va revenir sur Albon après, mais de voir qu'un pilote comme Gasly est capable de revenir en force et d'être tellement confortable dans sa Alfa Romeo, dans sa AlphaTauri, on dirait qu'il vole lorsqu'il la conduit. Et j'ai l'impression qu'un retour aux sources pour Albon pourrait peut-être être positif, mais est-ce qu'il y a une possibilité de le revoir un jour avec Red Bull ou à partir du moment où Red Bull dit à un pilote, tu retournes en bas, tu as moins de chances de revenir? Mais parce que c'est pas la même chose. Gasly est dans le programme Red Bull, il est protégé, oui, il suit son parcours, il a encore la chance, il a encore le jeune. Red Bull, il peut pas se défaire de tous les pilotes comme ça non plus, parce que sinon, qu'est-ce qu'il faut? En plus, dès que lui était ramené à Alpha Tauri, c'était comme les jours, la nuit. Tout marchait bien dès que lui montait dans sa Toro Rosso. Tout était beau, il n'y avait pas de problème. Et en plus, il n'y avait pas le stress de je vais battre Verstappen, parce que ça aussi, j'ai joué dans contre de Gasly. Dans sa tête, il était toujours préoccupé. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais c'est ta voiture, concentre-toi, parce que lui, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est différent. C'est différent, fais ton travail, parce que sinon, ça va pas marcher. Par contre, Albon, il est arrivé et tout relax, il n'y avait pas de problème, il essayait pas de battre quelqu'un, il juste essayait de profiter l'opportunité que lui y avait de revenir dans la Formule 1 après que lui il avait sorti del programme, il n'y avait rien, et lui, il profitait, et on dirait qu'il y avait juste la tête à conduire. Mais cette année, ils se sont ajustés des choses. Lui est dans Red Bull et on commençait à exiger des performances, il a commencé à avoir des problèmes, il a commencé à se battre aussi avec l'Alpha Tauri, a été un peu moins performant. Quand même, il a fait son travail. Quand Verstappen, il n'était pas dans la course. Ouais. Oui, c'est sûr. Les mêmes... Marco le dit, lui il est capable de s'approcher, mais il n'est pas constant. C'est pas tout le temps. Comme la semaine dernière, la fin de semaine à Portimao, c'était catastrophe. Ah, c'était l'une de ses courses les plus difficiles qu'il a affrontées. Ouais. Et c'est un peu bizarre que ça arrive à ce moment-là où, justement, il avait reçu l'ultimatum. On dirait que la pression lui tombait dessus. Et c'est une pression qui est négative, peut-être, mais elle n'avait pas le choix d'arriver à un moment donné parce qu'on avait vu l'an dernier. Bon, justement, je ramène le fait avec Gasly où Red Bull avait été très dur avec Gasly. On dirait qu'avec Albon, on a été un petit peu plus lousse, disons. On a moins tiré la chaîne rapidement pour toutes sortes de raisons, des apprentissages aussi avec Gasly, notamment. Mais Albon a eu une course très, très difficile à Portimao. Et c'est dommage pour lui parce que ça reflète la fin. C'est une page qui va se tourner probablement dans les prochaines semaines. On va sûrement annoncer qu'Albon ne reviendra pas. Mais du moins, j'ai très hâte de voir qui va le remplacer. Bon, il y a toutes sortes de rumeurs. On va les mettre en œuvre. Il y a peut-être Sergio Perez qui commence à s'approcher de Red Bull pour toutes sortes de raisons. Bon, talentueux, capable de se retrouver dans les meilleurs pilotes, a de bonnes performances, mais aussi amène de l'argent qui pourrait être utile à Red Bull
peut-être si jamais on refait le moteur Honda. Donc, c'est toutes sortes de raisons financières. Sergio Perez peut être intéressant. Sinon, il y a toujours le grand Hülkenberg, Nico Hülkenberg, qui pourrait peut-être ressortir Pour des cendres remplacer. et revenir. Écoute, lorsqu'il est venu remplacé dans la Racing Point à 2 reprises cette année. Ça s'est quand même bien déroulé. Donc, je suis curieux de savoir de ton côté vers qui Red Bull va se retourner selon toi. Ouais, on n'est pas la boule magique quand Non, même, exactement, ça c'est sûr. mais c'est ce que je dis, oui, il y a beaucoup de rumeurs avec Pérez, mais j'ai la difficulté parce que Red Bull, il s'était jamais tourné avec quelqu'un de haut. Ouais. Oui, peut-être la première fois, il a cherché des pilotes plus expérimentés comme Weber, mais c'était comme pas des pilotes qui venaient tout de suite d'une autre équipe qui se battait avec, fait que ça, je pense qu'il y a comme, je sais pas, moi, ça ne rentre pas dans la philosophie Red Bull. Et en plus, oui, Pérez est un bon pilote, il est capable d'apporter des performances, il est capable de faire le travail, mais le seul problème que j'ai avec Pérez, c'est qu'il est trop compétitif. Oui, c'est le point que j'allais amener justement. Avec Max, ça ferait des flamèches, je pense. Oui, c'est ça, il est trop compétitif et avec Max, ça va faire des étincelles. Diffus, c'est comme trop. En plus, on l'a vu avec Ocon. Oui. Avec Ocon, c'était la bataille parce que oui, Pérez est capable de faire la performance avec un auto qui n'était pas le meilleur, mais lui était comme toujours en position de premier pilote. Mm-hmm. Parce que c'est lui à peu près qui a mené toute la gens dans l'équipe. Fait que je pense qu'il y avait un petit contrôle, certain. Oui, un petit contrôle de tout ce qui se passe, même que maintenant, lui, même est capable de dire, j'ai sauvé l'équipe, comme si... C'est quand même des mots assez forts là, pour un oui, pilote de dire qu'il a sauvé l'équipe. Et en plus, ce n'est pas rien. Là. Oui, en plus, il disait comme que l'équipe me cache des choses. Mais regarde, toi, tu te concentres à conduire, l'équipe fait ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de consultation à faire avec son pilote. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il amène. Mais en plus, si lui était déjà como congédié au milieu, je sais pas. Mais c'est ça, en plus avec ça, il y a moins d'explications à donner l'équipe qu'est-ce qu'il fait. Mais c'est juste la difficulté et je pense pas que Red Bull y a son Max, il y a la bonne como digo, Max Verstappen, il y a beaucoup de fans qui viennent à lui. Fait que je dis, c'est pas juste dans l'équipe qui va peut-être y avoir des problèmes, mais maintenant, il n'est même pas Pérez est juste considéré, entre guillemets. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. On ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement si c'est vrai. Tout ce que dit les rumeurs est juste considéré comme option. Et c'est normal. Mais, en prenant en compte que... C'est normal, mais tu vois déjà à Twitter, la milieu social, comme ça bouge, des côtés de Pérez, qui ont même arrivé à affirmer qui était déjà signé. Ça, je pense que... Et ce qui fait en sorte que moi aussi, j'ai une certaine distance avec le fait que Sergio Perez signe avec Red Bull. Il n'y a rien à perdre, Perez. Il s'est fait un peu jeter à l'extérieur de son écurie avec Racing Point par l'arrivée de Vettel, par le fait que Lance Stroll est le fils de Lawrence. Donc, encore là, c'est difficile de déroger Stroll. Mais ils ont toujours affirmé que si jamais Stroll ne donnait pas les performances requises, il n'y aurait pas trop de problème pour le mettre en dehors de l'écurie. Mais tout ça fait en sorte que
il y a une certaine frustration probablement en arrière de Perez qui forcerait à déranger Max ou à vouloir justement battre Max et avoir une compétition interne aussi malsaine, je pense, que celle de Ferrari avec Leclerc et Vettel. Alors que Hülkenberg, pour ma part, c'est un pilote qui a perdu son volant l'an dernier, qui a réussi à faire sa réapparition en raison de la COVID-19 cette année, qui a bien fait et qui retrouverait potentiellement, on le met entre guillemets parce qu'il est encore dans les discussions, mais ce n'est pas officiel, personne n'a dit, bon, Hülkenberg va aller chez Red Bull, mais ça serait un pilote qui, selon moi, serait un peu redevant de Red Bull, puisqu'il ramène peut-être dans l'univers de la Formule 1. Donc, ce ne serait pas un pilote, j'ai l'impression, qui prendrait trop de place. Il prendrait sa place, il prendrait son rôle de deuxième pilote à cœur. C'est un pilote qui est capable de donner des bonnes performances malgré le fait qu'il n'a jamais réussi à se rendre au podium et tout ça, à la victoire. Mais j'ai l'impression que ça serait un match un peu meilleur entre Max et Nico. Oui, yo pense que ça serait mieux en général pour l'équipe parce que tu vois quand Hülkenberg il était appelé la première fois pour Racing Point, il n'y avait pas de, comment se dit, il était juste content de revenir. Exact. Et juste content, il n'était pas là pour battre quiconque pour faire meilleure performance que Pérez ou pour faire meilleur que Stroll. Non? Et à chaque fois, il était juste content de revenir, de donner son meilleur pour l'équipe. Et ça vaut quelque chose. Ah, complètement. Je suis vraiment d'accord parce qu'un pilote qui prend sa place, qui est juste heureux d'être là. On le voit avec Kimi Raikkonen, c'est un pilote qui est là pour le plaisir. Sinon, il serait plus là parce que c'est tellement difficile une saison de Formule 1. Et là, selon les rumeurs, où ça a été peut-être même confirmé, il y aurait 23 Grands Prix l'an prochain. Si tu veux embarquer dans cette aventure, tu dois le faire avec ton cœur, avec tout le bonheur que tu peux amener. Et Nico a cette façon d'agir et de communiquer son message et d'arriver à un point où je pense même que Max serait heureux de faire équipe avec Hülkenberg, même s'il ne vient pas du jargon de Red Bull. Ça serait la première fois, on l'a dit une fois ou deux, mais quand même, c'est pas rien. Red Bull va avec un pilote qui n'est pas dans leur filière. Et c'est aussi une raison parce que la filière commence à être maigre, mais ça serait un bon tournant, là, un bon point de vue d'amener un gars comme Nico Hülkenberg pendant quelques années, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, le temps que Yuki Tsunoda prenne sa place, le temps que peut-être Gasly, à la limite, réussisse à améliorer sa concentration, son niveau de talent et tout ça, et d'arriver à un point où peut-être qu'il pourrait revenir chez Red Bull. Je lance ça comme ça. Mais j'ai l'impression que ça serait un bon tournant d'amener un Nico Hülkenberg. Oui, en plus, Max il a laissé savoir son opinion, su petite. Il a juste dit que lui ferait un bon coéquipier pour lui. C'est juste, il ne s'est pas gêné beaucoup, mais il a dit, bon, ça serait bon, ça. Oui. Mais écoute, il a donné son opinion. C'est bon, je pense que quand tu as un pilote aussi avec autant de contrôle, ça va devenir aussi un certain, à ce même niveau de contrôle-là avec Leclerc chez Ferrari. L'important, c'est la communication entre l'écurie et le pilote numéro 1, le futur de l'écurie. Et je pense que de communiquer et de Max va être dans la décision. Je pense pas qu'on va prendre la décision sans dire à Max, OK, regarde. Ouais. Quelques semaines avant. Ils vont pas l'imposer quelqu'un. Ils vont pas imposer quelqu'un. Exactement. Non. Et c'est ce qui est beau aussi dans le mercato, c'est que ça bouge énormément. Ouais. Et Gasly a été officiellement annoncé chez AlphaTauri. Es-tu contente de voir qu'il reste dans AlphaTauri ou tu aurais peut-être aimé qu'il sorte de la filière Red Bull, même s'il est un peu sous contrôle de Red Bull? Est-ce que c'est bon pour sa carrière de rester l'an prochain chez AlphaTauri?
C'est quand même bon rester là parce que cette année, il a fait de bonnes performances. Il est très confortable avec la voiture. Il a même fait une victoire. C'est pas C'est pas n'importe quoi. C'est pas rien. Et, et je suis content qu'il reste parce qu'il n'est pas encore, comme tu dis, il n'est pas encore prêt pour Red Bull. Mais aller dehors de la filiale Red Bull, ça serait la catastrophe pour ouais. lui parce que où est-ce qu'il va y aller? Il n'y a pas de bon poste maintenant. Renault il est plein, tout le monde Puis est plein, plein et ouais. ça reste juste Haas que, entre guillemets, il reste juste Haas, il ne peut pas faire grand-chose là-dedans. Il y a William que peut-être il y a une Une place. ouverture, mais encore là, c'est pas un Ouverture, baquet qui est très intéressant. eso, c'est pas très intéressant. Je préfère qu'il reste à Fatauri que Ouais. à William. Et en plus, Alfa Romeo, c'est Kimi Raikkonen qui décide qu'est-ce qu'il fait. Et ça, il y a à peu près pour confirmer, mais je pense qu'il va rester. Et c'est le meilleur, c'est rester là. Un peu plus de maturité et après peut-être il va pouvoir aller à Red Bull. Et j'ai On sait pas. l'impression que le parcours de Gasly, je revois le parcours de Carlos Sainz. J'ai l'impression que c'est deux pilotes qui se ressemblent dans le fait où ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Puis il y a eu des circonstances qui ont fait en sorte que bon, la place chez Red Bull s'est avérée impossible d'accès. Bon, Carlos Sainz, c'était l'arrivée de Max qui a un peu bloqué son élan vers chez Red Bull. Gasly, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de difficultés dans la voiture, mais reste que de rester chez AlphaTauri, ça lui permet de continuer son travail, de concentrer son effort sur ce que lui peut contrôler. L'an prochain, il devrait, en théorie, avoir un peu le contrôle de l'écurie. Il devrait être le numéro 1 parce qu'Albon revient. J'ai hâte de voir justement cette gestion-là aussi. Parce que, bon, Daniel Kvyat, c'est sûr qu'il s'en va. On s'attend à une annonce très bientôt. Malheureusement pour le jeune papa qui est devenu papa l'an dernier. Mais j'ai l'impression que pour Gasly, de rester chez AlphaTauri, ça peut être positif pour son futur parce qu'il va réussir à avoir de bonnes performances avec AlphaTauri et de continuer à prouver aux autres écuries qui sont prêts, Oui. autant Red Bull que les autres, que ce soit Renault, que ce soit McLaren, que ce soit à la limite peut-être un jour Ferrari, de montrer qu'il est capable de prendre contrôle de quelque chose et d'en faire un bon produit. Ça peut être bon. Et de tout simplement continuer sur la lancée qui est, parce que, écoute, il est quand même terminé 5e, si je ne me trompe pas, lors du dernier Grand Prix. A encore montré que la AlphaTauri est une voiture qui est capable de performer lorsqu'on lui donne un niveau de talent et un effort pour y arriver. Et malheureusement pour Kvyat, ça ne fonctionne pas cette année. Donc c'est positif pour Gasly de rester à cette position-là. Ça, je suis convaincu de tout ça. Là. Oui, c'est sûr, c'est la meilleure chose et qu'il soit confirmé tout de suite aussi. C'est bien parce que lui, il va se relaxer parce qu'avant, il pensait peut-être je pourrais y aller chez Renault, mais Renault, il n'y a pas de place, même si. Et avec ça, il le donne la confirmation, fait qu'il va travailler encore mieux. Qu'est-ce qui reste? Fait on va voir qu'est-ce qui se passe, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien demain, non? Vendredi. Parce que ça change. À Imola, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes horaires. Il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de pratique les vendredis. Oui. C'est juste la, oui, c'est juste les samedis. Une pratique et qualification, c'est toutes les conférences qui se donnent jeudi, ils vont se donner vendredi. Et que c'est pour ça qu'on espère de nouvelles vendredi, de confirmation. On va voir. Peut-être Red Bull il va donner des surprises. on l'espère parce que on va avoir besoin de sujets là. Ben, en tout cas,
On manque jamais de sujets en Formule 1. On l'a vu cette semaine avec Ouais. tout plein de nouvelles qui nous arrivent rapidement, un peu comme ça, par-ci, par-là. Et justement, on parlait du mercato qui se continue. Tantôt, on abordait le fait qu'il y avait de la place, malgré tout, chez Haas. Une écurie qui est, bon, très peu séduisante, disons, avec le fait que Jen Haas n'avait pas Ouais. beaucoup d'argent dans sa voiture, peu d'évolution. Euh, Parce qu'il est un peu désintéressé, je dirais, par sa voiture, les performances qu'elle n'offre pas, une inconstance aussi. Et là, malheureusement, Haas a annoncé la fin pour Kevin Magnussen et Romain Grosjean. C'est deux nouvelles qu'on attendait cette année, mais qui auraient pu arriver beaucoup plus tôt l'an dernier ou il y a 2 ans, et je n'aurais même pas été étonné. Pourquoi Haas fait-il ça aujourd'hui, selon toi? Est-ce que ça a un lien avec le fait que dans même pas 2 ans, on va complètement changer les moteurs? Je pense que parce que celle-là qui a, ça ne dérangeait pas les pilotes, pas du tout. Mais que ça arrive, je pense que ça a quelque chose à voir à signer l'accord de la Concorde Mm-hmm. avec les équipes. On était surpris quand même parce qu'on pensait qu'il ne restait même pas en Formule 1. Ouais. Tu sais, parce que tu disais, ah, s'ils ne mettent pas d'argent, bah, parce qu'ils n'ont pas un gros budget non plus. C'est un des petits budgets, c'est une Ça l'aide pas. écurie. Oui, c'est la dernière équipe qui s'est fait comme nouvelle équipe. C'est pas une équipe qui était reprise de quelqu'un, c'est une équipe toute nouvelle qui s'est formée. Et que c'était plus difficile, mais il y avait toujours l'aide de Ferrari. Mais les dernières années, c'est vrai que Ferrari a mis beaucoup sur Alfa Romeo. Mm-hmm. Et pour de laisser Haas. de côté, mais je pense qu'il revient parce que cette année, il souffre, c'est difficile avec les moteurs, mais quand même, ils ont signé l'accord de la Concorde. Et je pense que ça a quelque chose à voir avec Ferrari aussi, parce que maintenant, ils ont une place libre pour Ferrari et ça, c'est pas gratuit. Non, en effet. Oui, ça c'est jamais gratuit. Si tu peux mettre un pilote, si Ferrari a le droit à mettre un pilote à Il va le Haas, faire. et il va le faire, et c'est parce que en contrepartie, il reçoit quelque chose. Pas juste le pilote, je pense que c'est de côté moteur. Parce qu'ils ont la unité de potence de Ferrari. Et je pense que ça les donne comme plus de flexibilité. Mm-hmm. Aussi moins cher, je ne sais pas. Ils ont quelque chose, je pense que ça va pas de ce côté-là. Et l'autre pilote, je ne sais pas, il y a beaucoup de rumeurs sur quoi. Je ne sais pas si tu connais, il y a les Russes, Oui, Mazepin. Nikita Et Mazepin qui Nikita Mazepin, il essayait de. On d'acheter disait que. pratiquement un baquet, là, tout simplement. Oui, Là. il essayait d'acheter Forza India. Force India, ouais. Ils n'ont pas donné, ils n'ont pas accepté parce que, c'est pas, il n'était pas clair son affaire. Mais lui aussi, il n'y avait pas la super licence. Il Oui, peut pas. c'est vrai. Et que cette année, peut-être il va l'avoir parce qu'il y a des sections, parce qu'il y a le Covid, et qu'il y a quelques pilotes, la fille a un peu baissé Les les dons. standards, puis Maintenant, c'est pas 45 points, c'est 30, fait que lui, il peut arriver parce que cette année, il fait un peu plus mieux dans le F2. Mais c'est ça les rumeurs. C'est un pilote Ferrari, un pilote russe que peut-être il va arriver là et c'est ça qu'on attend la nouvelle. exact. Et moi, ça m'a surpris justement de ne pas avoir de nouvelles au courant de la fin de semaine du Grand Prix de Portugal parce que moi, j'avais vraiment l'impression qu'après l'annonce qui s'était faite jeudi ou vendredi pour ce qui est du retrait de Kevin Magnussen et Romain Grosjean, j'avais vraiment l'impression qu'on allait avoir des informations au cours du Grand Prix et même peut-être de l'officialisation, bon, que ce soit Michael Schumacher, que ce soit Callum Ilott ou Schwarzenegger ou du moins quelque chose comme ça. Donc, exactement. Et ou Mazepin même. Alors,
lequel entre les quatre, bon, on parlait de Mazepin qui avait peut-être un portefeuille plus garni, qui allait peut-être même acheter son baquet, mais entre les trois pilotes Ferrari, lequel tu penses qu'il va réussir à avoir une place chez Haas l'an prochain? Je pense que c'est Ilot. Oui. Lui, parce que Mickey, c'est sûr qu'il va aller en Alfa Romeo. Ouais, c'est vrai. Oui, Asi serait très content de l'avoir, mais on sait tout le monde déjà que même si on rien dit, il va aller Alfa Romeo, c'est sûr. Et por l'autre côté, il y a Mazepin, mais il y a aussi Pérez. Il ne faut pas l'oublier. Peut peut-être réussir à prendre cette position-là. Et je trouve ça intéressant que tu amènes Callum Ayler parce que c'est un pilote qui s'est fait un peu rejeter de la filière Renault, qu'on ne savait pas trop qu'est-ce qui allait se passer avec lui. Et de le voir revenir malgré tout son talent qu'il peut offrir à la Formule 2 et tout ça, je trouve ça intéressant de pouvoir justement le voir peut-être l'an prochain en Formule 1 et de j'ai hâte de voir aussi Mazepin parce que c'est un pilote qui a un certain passé qui est un peu louche. Je pense que tu peux peut-être nous donner quelques informations sur Mazepin. Personnellement, je ne le connais pas beaucoup, mais j'ai entendu dire que c'était justement un pilote qui avait de la difficulté avec son contrôle de lui-même. Oui, c'est un peu, je ne sais pas si tu as vu à IndyCar, il y a comment ça lui s'appelle, il était en F2, il est retourné à la IndyCar, à peu près les mêmes tempéraments. Ouais. Mais c'est juste parce que Mazepin, le problème, c'est que, tu sais, on a un exemple, on a Stroll, on a son père qui il s'assure qu'il va avoir une voiture qui a la performance, qui a tout à son côté pour performer, mais c'est ça. Toujours on fait ça, il performe, et c'est tout. Mais Mazepin, on dirait qu'il dit, j'ai l'argent. Et je vais en profiter. Et je vais en profiter. Et aussi, s'il faut donner une claque à quelqu'un, il va la donner. Et il y a comme il n'y a pas de contrôle de soi-même. Tu sais, oui, il a déjà connu quelqu'un. OK. Il était pas banni de la compétition. Le dernier épisode, c'était parce qu'il y a eu dans la piste avec les Japonais. Il y a eu un petit chicane, il s'est sorti de piste. À la fin, il était pénalisé. La pénalisation, il a coûté la victoire. OK. Mais il arrivait, je pense que 12e, c'est les Japonais, ils gagnent, il fait la première place. Lui, il arrive 12e ou 3e, mais il arrive tellement fâché qu'il accroche les panneaux. Il saute de l'auto, il a presque envie d'aller sur l'autre pilote parce qu'il était fâché. Il dit, c'est toi qui as commis l'erreur, c'est toi qui as la pénalisation, il n'y a pas de problème avec nous. Mais c'est quand même curieux. Mais lui est capable d'avoir la vitesse. Il est capable de faire la performance. Mais c'est son tempérament qui fait qu'on a toujours un petit doute sur le résultat que ça peut donner. Oui, sur les résultats que ça peut donner. Et lui, il ne peut pas faire n'importe quoi non plus en Formule 1. Ce n'est pas pareil. Tu sais, les catégories en bas, il se passe des choses des fois qu'on ne sait même pas. Mais quand tu arrives à la Formule 1, tu as les réflecteurs sur toi, fait que il faut faire plus attention. Fait que, je ne sais pas, c'est un pilote, il y a d'autres qui c'était mieux, je pense, mais c'est ce qui est arrivé.
Et quel serait le résultat, selon toi, d'une présence de Mazepin l'an prochain avec Az? Est-ce que c'est un pilote qui peut réussir à rapidement se positionner comme étant un bon pilote en Formule 1? Comment tu vois son arrivée? Parce qu'on voit des jeunes souvent arriver de la Formule 1. Deux. Bon, l'an dernier, on a vu cette année, on a vu Latifi arriver. Est-ce que tu penses que c'est un pilote qui peut rapidement avoir de bons temps en Formule 1 ou un petit peu comme Latifi qui va avoir de la difficulté à Ah, se positionner puis à réussir à obtenir des bons résultats? mais tu sais, mais côté Latifi, j'ai trouvé que lui, il n'est pas le plus performant. Ouais. Il n'était jamais le plus performant non plus avant, mais il a réussi quand même à en Formule 2, qui Oui. est très difficile. Il a réussi quand même à Ressortir du lot, peut-être. oui, il était 12e, il a resté 12e dans les championnats, c'est pas n'importe quoi. Fait que oui, il a resté 3 années peut-être, il y avait l'expérience aussi, Ouais. mais il était quand même plus bon que Mazepin. Et que si on fait la référence que Mazepin iba a arriver dans son voiture comme Haas, Ça va paraître. se battre derrière, et je pense pas que ça va être très facile pour lui. Et comment vois-tu aussi l'arrivée de deux jeunes CH? Je trouve que si jamais c'est la décision qu'ils vont prendre, on ne sait pas ce qui va arriver parce que Perez pourrait peut-être être intéressant pour eux. J'ai l'impression que d'amener deux pilotes dans une écurie aussi jeune qui a autant de difficultés probablement à trouver les problèmes, ça fait des années qu'on en parle avec les freins qui ne fonctionnent pas. Je trouve que c'est risqué pour une écurie de se lancer dans une aventure avec deux pilotes avec très peu d'expérience. En fait, avec pas du tout d'expérience. Ça ne les aidera pas à développer cette voiture et à la rendre meilleure. Quel est ton avis sur ça? Ah, je dirais que, comme je dis, si se soucie pas trop de qu'est-ce qu'ils font les pilotes, ils font plutôt le spectacle. Ouais, complètement d'accord. On dirait qu'avec ça, ils sont contents, mais c'est sûr que si je serais un As à prendre la décision, je dirais, mais oui, s'il faut prendre un pilote Ferrari, je prends, ils vont pas me laisser prendre Mick, mais Non, au moins. y l'autre, il va venir, il va faire on va voir qu'est-ce que ça donne, mais si je serais A, je recherchais Pérez. Mm-hmm. Oui, mais oui, je ne sais pas si vous voulez aller mais c'est un pilote avec l'expérience qui peut donner des résultats. En plus, il apporte un petit peu plus d'image, de sponsors, des choses C'est vrai. à l'équipe, mais avec deux gens, ils vont avoir le spectacle. Parce que les deux, ils sont en apprentissage. Ouais. On va voir un petit Minardi à peu près, l'équipe. Et moi, j'ai l'impression que pour Ferrari, d'avoir l'option d'envoyer mon pilote. Par exemple, je suis Ferrari. Si j'ai le choix entre envoyer mon pilote dans une écurie où, bon, il va être capable d'avoir un exemple, d'avoir quelqu'un qui a déjà été en Formule 1, qui a de l'expérience, qui peut lui montrer des choses, pour moi, c'est une recette gagnante. Alors que là, si je regarde la situation en ce moment, si c'est le cas qui arrive avec Mazepin, si je suis Ferrari, j'ai des réticences avec cette décision-là. Et ce qui est peut-être avantageux pour Az, c'est que, bon, oui, Mazepin a le portefeuille, mais Perez aussi est bien suivi par ses Oui, sponsors. Donc ça, c'est peut-être le point le plus positif. Alors que si jamais Perez se retrouve avec Red Bull et qu'il reste Hülkenberg a un petit peu moins d'argent et la compétition serait un petit peu plus facile dans ce cas-là au niveau financier là, de la décision à la fin. oui, c'est ça, parce que c'est ça. Qu'est-ce que je pense que Red Bull il voit pas juste le côté financier. Et s'ils ne voient pas juste le côté financier, ils vont prendre la peine de choisir si c'est Pérez ou Hülkenberg, ça va, mais on sait que de côté Haas, il plus Hülkenberg. Non, ça c'est sûr. C'est sûr, lui, il n'a pas l'argent. Ils vont préférer quelqu'un qui apporte quelque chose. Et en plus,
le développement de la voiture est tellement difficile. On parle à gens, c'est ça, et on dit des fois, on ne fait pas attention à la voiture, mais c'est une équipe qui a un petit budget. À un moment donné, même les mécaniciens, ils ne se pratiquaient même pas. C'est pour ça qu'ils faisaient autant d'erreurs. Parce qu'il n'y avait même pas le temps de se pratiquer, d'arriver à temps. C'est incroyable quand tu penses à ça. C'est légendaire. Et je peux te laisser continuer, pardon. Oui, c'est ça. Et par contre, ce que je dis, Messias, il voulait plus de performance. Il valait au moins un des deux pilotes qui a l'expérience. Parce que c'est une petite équipe. Et même de Toro Rosso, la seule fois qu'il y a mis deux pilotes pas d'expérience, c'est Sainz, c'est Verstappen, mais c'est des pilotes qui donnaient la performance et qui travaillaient bien depuis longtemps. C'est pas comme pas pareil. Mais c'est une équipe indépendante et qui a besoin de quelque chose. Et je pense que c'est mieux si tu as quelqu'un qui est capable de apporter des meilleurs feedbacks parce que les nouveaux, ils ne connaissent même pas la voiture. Et maintenant, avec pas de tests, rien, ils arrivent, mais c'est juste l'apprentissage. Et ça va être difficile aussi pour les autres, hein? Il va voir la casse. Puis il y a aussi le fait que c'est vrai que ça se peut que ça paraisse côté financièrement même de la construction de la voiture et tout. Et le feedback est tellement important en Formule 1. On le répète toujours au podcast à quel point d'avoir un pilote qui est capable d'amener la voiture à un meilleur niveau. Et je me dis que si Grosjean, qui a de l'expérience, Grosjean, qui est un pilote qui, plusieurs... On peut dire ce qu'on veut sur Grosjean, on peut le critiquer comme on veut, mais c'est un pilote qui a de l'expérience, qui a vu beaucoup de choses arriver en Formule 1. Même chose pour Kevin Magnussen, et de voir que ces deux pilotes-là n'ont pas réussi à donner le feedback nécessaire pour trouver le problème, même si ce n'est pas des mécaniciens hors pair. Je me dis que, écoute, la construction de cette voiture-là va être pénible dans les prochaines années si jamais tu ne prends même pas la peine de prendre un pilote avec de l'expérience. Oui, ça va être très, très, très difficile. Ou la seule chose, c'est qu'ils sont prêts pour, je ne sais pas, vendre l'équipe ou quelque chose comme ça. Ça serait aussi une autre option. Parce que sachant, William il était déjà repris pour quelqu'un qu'on ne sait pas c'est qui, mais William est déjà repris, même si regardez son même nom. Les ficelles se font tirer par quelqu'un à quelque part. À quelque part, les ficelles, je ne sais pas, on pensait que c'était Mazepin, mais ça ne va pas de ce côté-là, même si tout il laisse croire que Russell il est pas assuré pour l'année prochaine. Et ça, c'est étonnant, justement. On peut aborder le sujet de voir qu'un pilote comme Russell qui donne des performances là, légendaires pour la voiture, du moins, pour le niveau de performance que cette voiture-là donne, de voir que Russell n'est pas assuré chez Williams. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais c'est sûr que le problème pour Russell aussi, que c'est un pilote Mercedes. Et il est un peu comme les pilotes Ferrari chez Alfa Romeo. Et lui, il n'y a pas aucun contrôle de ce qui se passe. C'est pas comme Latifi. C'est un peu une marionnette. Là. Oui, c'est un peu la marionnette. Il fallait que Mercedes trouve la place à quelque part. Il a trouvé la place chez Williams. Il l'a mis là-dedans. Mais maintenant, Williams était repris. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait même pas c'est qui tire la ficelle parce que c'est comme une équipe qui achète une compagnie numéro, mais on ne sait pas même pas c'est qui est derrière, même si l'équipe s'appelle Williams. Mais c'est un peu dommage. En plus, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on critiquait toujours Red Bull parce qu'on dit qu'ils mettent dehors les pilotes. Mais au moins,
il lui donne la chance d'avoir un poste. d'avoir un poste, d'essayer. Même Gasly, il a essayé le Red Bull, il était allé en bas, mais quand même, ils ont eu la chance d'avoir quelque chose et d'un peu goûter les grosses équipes, même si c'était Alfa Tauri ou à Toro Rosso. Mais un peu dommage, c'est que Mercedes, il laisse ses pilotes un peu à la dérive. Complètement. C'est vrai. Parce qu'il laisse les pilotes à la dérive. Ça s'est passé avec lui qui est en Formule E maintenant. Van Dorn? Non, pas Van Dorn. Il était Maïdra maintenant. En tout cas, il a gagné 2 fois le DTM. C'est un pilote Mercedes et il a gagné le DTM 2 fois. Il était bon, il était marussia, non? Il était... Oui, je l'ai sur le bord de la langue. En tout cas, lui était tellement fâché avec l'équipe que quand son contrat il était expiré, il ne voulait même pas aller en Formule 1 avec eux. Il ne voulait même pas savoir rien de Mercedes. Ils l'ont offert l'auto en Formule 1 et il dit non, je ne vais pas, c'est tout. Il était allé faire sa carrière avec autre équipe. Mais Ocon aussi, c'est... Ocon est un exemple aussi, j'allais l'apporter, qui était un peu... bon, pour moi, je pense que Mercedes n'a jamais vu le potentiel d'un champion du monde en Ocon parce qu'il y aurait fait de la place avant. Mais je suis étonné de voir l'attitude de Mercedes avec un gars comme George Russell qui surpasse les attentes avec une Williams. Ouais. On voit le talent pas. Pour moi, un Russell, je ne sais pas si je suis complètement dans le champ, mais est pratiquement égal en termes de talent que les futurs Leclerc, que les futurs Verstappen. Mais j'ai l'impression que jamais Mercedes va lui donner la chance. Et bon, oui, Bottas avec Hamilton, ça va bien, mais j'ai l'impression que ce serait le temps chez Mercedes de prendre un pas en avant puis de dire, regarde, OK, oui, ça fonctionne bien avec Bottas, mais on a un jeune pilote derrière qui donne d'extraordinaires performances. Et si l'expérience Verstappen avec Red Bull a bien fonctionné malgré son jeune âge, si Leclerc a réussi à prendre toute la pression que venait un volant Ferrari, je ne peux pas croire qu'un jeune Russell plein d'ambition, plein de talent, plein de vouloir ne soit pas capable de prendre le deuxième volant Mercedes et d'amener cette voiture-là à un niveau. Donc, j'aimerais t'entendre à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que c'est complètement fini pour Russell avec Mercedes ou tout simplement c'est une erreur de parcours et qu'il va peut-être retrouver le chemin? C'est sûr qu'il y a encore le temps. Il y a encore le temps. Et ça ne va pas finir comme ça, c'est sûr, parce qu'il y a encore dans la filière. Mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est dommage parce qu'il y a en plus, Mercedes, il y a déjà renouvelé Bottas. Mais qu'est-ce qui va se passer si William y Meteor il ne va pas de Russell l'année prochaine? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver chez Mercedes comme pilote de réserve ou quelque chose. Il ne va même pas toucher la voiture, c'est la même chose avec Ocon l'année passée. Il était dehors et il n'avait même pas touché la voiture. Et qu'est-ce que dit son manager, Toto Wolff? Qu'est-ce qu'il dit? Il met la faute sur les autres. Ben parce que c'est ça qu'il a fait avec Ocon. Il n'y a pas de place ailleurs. On est obligé de le mettre en réserve. Oui, non, en plus, il a dit, non, c'est pas vrai que je vais mettre de l'argent pour les pilotes ou quelque chose comme ça. Je dis, ben, c'était comme... Oui, il n'est pas prêt à faire un effort. Mais il dit qu'ils sont bons, mais ils sont pas si bons pour Mercedes. Exact. Il est bon, mais oui, il veut le vendre. Il est très bon, mais oui, il est très bon. Mais pourquoi est-ce que... Tu l'amènes pas... Exact. Pourquoi est-ce que tu l'amènes pas à Mercedes? Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas l'opportunité? En plus, Russell, cette année, était un peu frustré de voir Gasly, de voir Norris se battre, de voir Albon se battre. Alors que lui est cloué en arrière et lui, il ne peut pas rien faire. Lui, il joue à Williams et il ne peut pas faire grand-chose. Et il y a aussi le fait qu'un Russell qui reste à l'arrière ne peut pas s'améliorer autant qu'un
un George Russell qui réussit à se compétitionner, justement, notamment, tu l'as dit, contre des Gasly, des Norris, qui sont dans l'action en ce moment, qui s'améliorent de Grand Prix en Grand Prix parce qu'ils prennent de l'expérience, alors que Russell, présentement, absorbe tout plein de coups de partout parce qu'il n'est pas dans la course, malgré tout, réussit à entrer en Q2 par des moyens qui sont qu'on ne trouve pas de raison pour qu'il se trouve en Q2, mais il réussit à entrer. Donc, c'est l'attitude de Mercedes présentement qui me dérange énormément. Puis j'ai pas peur de le dire, je trouve que en ce moment, Mercedes sont en train de détruire un talent qui était pur, qui était capable de se rendre très loin. Et présentement, on le voit avec Bottas qui continue à faire du bon travail, mais pour moi, cette année, j'aurais fait le changement. J'aurais dit à Bottas, regarde, les services que tu as donnés ont été incroyables, mais on a un jeune pilote qui pousse en arrière et on n'a pas le choix de l'amener en Formule 1 à l'avant parce qu'il va être capable de prendre le rôle. Et c'est un peu décevant de voir que Mercedes continue dans la conservation et ne donne pas la chance à un jeune qui est tellement talentueux. Y en plus, qu'est-ce qu'il laisse entendre de Monsieur Wolf? Il laisse entendre que peut-être il va se faire mettre dehors, William, parce qu'il a dit qu'est-ce qui passe avec de Russell. Il n'y a rien à voir avec son talent. C'est juste des questions commerciales, de qu'avec ça, on prend por aquí que peut-être il va se faire mettre dehors pour quelqu'un qui amène quelque chose. Ouais. Un peu plus d'argent, peut-être. Même si Latifi est là, mais ça. Et c'est ça. On ne sait pas ce qui est derrière de l'équipe, mais plus il gagne, c'est mieux. Quand tu achètes quelque chose, ton but, c'est gagner de l'argent. Effectivement. En même temps, je pense. Il y a un Pérez qui ça serait très apprécié aussi pour lui. Tu vois à quel point le mercato, encore aujourd'hui, et il a commencé très tôt, avant même que la saison commence. On se disait, bon, à quel genre de mercato on va avoir droit? On a déjà plusieurs officialisations finalement. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'est un mercato qui est aussi intense que d'habitude, qui est même peut-être plus, et je ne sais pas si parce qu'on a oublié les autres ou parce qu'on est vraiment concentré sur celui de cette année. J'ai vraiment l'impression que c'est un mercato qui sort de l'ordinaire, qui est très actif. On peut voir des jeunes apparaître à n'importe quelle façon. On peut voir même un excellent pilote quitter pendant peut-être un an, même s'il n'y a pas de place pour lui. L'univers de la Formule 1. Est-ce que tu penses que Mercedes serait tenté à prêter un certain Russell à Red Bull peut-être l'an prochain, si jamais la rumeur est arrivée aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est possible? Ben, il y a encore le problème, c'est que est-ce que Red Bull il va permettre ça? Exactement, c'était mon point ça. aussi. C'est ça, je pense que Mercedes, il n'y aura pas aucun problème à le laisser aller. Le problème, c'est ce que Red Bull est ce qu'il est. Parce que c'est ça qui s'est passé avec Ocon. Ocon et Renault, il y avait la place, mais ils ont préféré à Ricciardo. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, non, on ne voulait pas un pilote d'une autre filiale. En plus, on fait nos propres motos, mais on ne veut pas quelqu'un juste prêté pour quelque temps, parce que s'il y a quelque chose, il manque un pilote, ils vont l'appeler. En plus, lui n'est pas nous, il y a eux. Ça complique les choses énormément. Oui, il complique les choses juste quand tu as une équipe indépendante. C'est pas pareil comme il y a des équipes qui ont déjà des liens comme Alfa Romeo y Ferrari o As Ferrari, c'est pas pareil, mais je pense pas que c'est de côté Red Bull, ils n'ont pas d'intérêt vraiment à faire. Non, ils n'ont pas d'intérêt d'amener quelqu'un en plus d'une autre équipe. Non. Ça sortirait énormément du cadre Red Bull déjà à la base d'aller chercher un pilote hors de leur filière. Ce n'est pas de leur habitude alors de le faire avec un pilote même prêté. J'avoue que c'est assez... Les chances sont assez minces.
Parlons un peu, je vais t'amener complètement ailleurs maintenant qu'on a parlé beaucoup de mercato, on a parlé de rumeurs, on a parlé de tout ça. On n'a pas abordé encore le sujet de notre Canadien, on a parlé un peu de Latifi. Lance Stroll qui, d'entrée de jeu, je voulais l'aborder durant notre discussion sur le Grand Prix du Portugal, mais la discussion a tourné complètement ailleurs. Donc, je te ramène sur Lance Stroll et sa course de dimanche qui a été rondement difficile quand même pour lui. Ouais, Toutes sortes d'affaires qui s'est produites pour Lance Stroll. Qu'est-ce que tu as pensé de sa course? Mais por rapport à la course, il faut reconnaître que c'était difficile. C'était difficile pour lui. Il a fait des erreurs, c'était compliqué. Et je dis, il y a pas beaucoup à dire quand c'est ta faute. Ouais. Et c'était sa faute, peut-être il a essayé, mais quand même, si on n'aurait pas essayé, il se fait critiquer quand même. Il aurait dit que il n'était pas capable, il n'a pas essayé. En tout cas, toutes sortes de choses, quand ça se passe avec lui, il est plus grand. Il y a plus de rebondissement. C'est toujours plus gros parce que c'est ça. Ça change la vision. Oui, il y a une mauvaise course. C'était difficile. Mais les jours après, tout le monde dit que, regarde, c'est ce qu'il donne. Lui, il devrait être hors de la Formule 1. Mais je dis, ben lui, quand même, a fait un podium. Il a performé depuis le début depuis le début de la saison, il a performé et jusqu'à... C'est pour ça que je dis, il y a eu les podiums. Il y a eu un bel podium, mais après ça, toutes les choses qui se sont passées, mais oui, pour Timao, c'est sa faute. Mais avant, tout ce qui s'est passé avant, c'était pas sa faute non plus. Et c'est ça qui me dérange, parce que oui, c'est sûr, je toujours j'essaie de défendre, de dire non, mais oui, il est bon, il fait des choses. Il a fait des erreurs aussi, la dernière course. Mais ce qui me dérange, que je trouve un peu dommage, c'est que dans la pratique, c'est Verstappen qui a fait l'erreur. Oui, je suis complètement d'accord. Verstappen. C'est ça, il y a un drapeau rouge, c'est lui qui a fait l'erreur, c'est lui qui fait l'accrochage et la FIA dit, no faute, il n'y a pas de problème, il y a la blâme à personne. Il blâme pas personne, mais c'est pas la faute de Stroll, mais quand même, il dit non, ça passe rien. L'accrochage à Italie, non, en Russie, dans les premiers tours, c'est la faute de Leclerc, c'était clair. Ouais. Je te suis complètement là-dedans. C'était clair et en plus, c'était pas en position il n'essaye pas de gagner les places, c'est juste, c'était sa faute. Là, ils n'ont même pas pris la peine d'analyser le tout pour voir si Verstappen était en cause et ouais. Non, ça c'est Leclerc en Russie, ils n'ont même pas eu la peine de regarder. Oui, de regarder qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, c'est son erreur. Maintenant, oui, peut-être il a commis son erreur, il était ambitieux, il pensait qu'il y avait la place, il n'y a pas eu la place. Et lui, il était puni pour ça. Mais c'est là que me dérange, c'est quand tout le monde y arrive. Oui, c'est ça, parce qu'il accroche tout le temps. Mais oui, mais combien de fois cette année, c'était sa faute? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est rare aussi de voir Lance Stroll se ramasser dans une circonstance comme ça. C'est souvent, et c'est ce que j'aime beaucoup de Lance, c'est un pilote qui est constant, qui réussit à presque toujours ramener la voiture en ordre au puits après une course, qui réussit à faire tous les tours. Donc, de voir que cette année, il y a autant de pression sur un pilote qui habituellement a un bon comportement à piste. Lance Stroll n'a jamais été un pilote très agressif. C'est toujours un pilote qui prend les occasions. Lorsque deux pilotes
ont un contact. Ce n'est pas lui qui va être en lien avec ce contact-là. Et c'est ce qui me dérange un peu en ce moment, c'est j'ai l'impression qu'on piétine beaucoup Lance Stroll pour un geste qui, bon, oui, c'était sa faute ici en roue verticale, mais autre que ça, c'est assez rare de voir que Lance est impliqué dans des accidents comme ça. Ouais, c'est que, tu sais, Stroll, c'est un pilote mal aimé. Ah, Personne ne voulait de lui. Personne ne voulait de lui en Formule 1. Et on fait, avant qu'il arrive en Europe, et on fait les médias, les journalistes, et on fait la mauvaise publicité. Et on dit que c'était le fils à papa, qui a beaucoup d'argent, que c'est pour ça qu'il est là, que il achète les autos, il achète les circuits, il achète tout le monde pour être là. C'est ça. Quand il n'avait même pas touché l'auto de Williams, encore. Il était déjà dans la bouche de tout le monde. Non, mais oui, parce que je vois ça, surtout la presse espagnole, et c'est terrible, il est terrible. Mais que lui, il était même pas dans la course encore, il avait même pas touché, et tout le monde s'attendait qu'il arrive, qu'il faisait des accrochages, que c'était un mauvais pilote, c'est ça. Il a fait quand même un podium, sa première session en Formule 1 avec la Williams. Qui était une voiture qui était encore misérable, bon, malgré qu'elle était peut-être un petit peu mieux qu'il y a 2 ans, mais pas beaucoup, là. Vraiment très mince. C'était une différence très mince, là. Oui, fait que c'est ça, fait que cette année, en plus de ça, il y a le fait que l'équipe est achetée pour son père. Fait que tout le monde dit, un autre argument de plus. Un autre argument de plus pour le tomber dessus. Ben oui. Oui, et après avec le départ de Pérez, échange avec Vettel, mais oui, dans la tête de quelqu'un, est-ce que tu penses que oui, ils vont congédier à Stroll pour ramener à Vettel, ils vont laisser à Pérez? ¿T'es sérieux? En plus, on parle, oui, Pérez y a le talent y est capable de donner des résultats, mais on sait que lui, il se tient là. Juste parce que il n'y a pas son père, il n'est pas millionnaire, mais il y a son gros sponsor qui le protège tout le temps. Mais que c'est ça aussi la critique que j'ai fait des fois, parce que j'ai dit, Pérez même avec la grosse performance, il jamais a réussi à se décrocher de son sponsor. Et c'est ça qui fait à cause de l'argent, puis... Oui, c'est ça ce qui fait que les équipes, ils voient en lui, oui, il y a le talent, mais ils voient en lui qu'est-ce qu'il peut apporter. Parce que tu vois des pilotes comme Ricciardo, comme Jukepe, ils ont réussi à sortir, ils ont réussi à se chercher une équipe, ils ont réussi à aller dans autre place, mais lui, il n'est pas capable d'aller sans son sponsor. Et cette année, en plus, après, avant la nouvelle, tout était bon. C'est sûr, avant la nouvelle de Pérez y Samba, tout était beau, tout était bien, mais dès qu'on dit Pérez il va partir, c'est ça. En plus, Pérez n'a pas aidé. Il dit, un momenti, il y a beaucoup... un peu d'huile sur le feu, là. Oui, lui aussi, il a mis sur le feu. Ben, raison, oui, puis non, parce que c'est ça ce que tu t'attends, que si oui, ton contrat a signé quelque chose, il part, mais c'est pas gratuit non plus. Effectivement. Donc, c'est intéressant aussi de voir à quel point c'est toujours l'argent qui revient en Formule 1. C'est ce qui m'énerve un peu. C'est peut-être le bout où j'aime le moins de la Formule 1, c'est que tout tourne autour de l'argent. Avec raison, c'est de la grosse argent qui se promène, qui devient importante dans les gros moments. Et de voir que, encore une fois, on parle d'un Lance qui est un peu innocent dans tout ça, qui n'a jamais rien demandé, qui aime courir, mais oui, sa seule faute, c'est que, mais oui, sa faute, c'est que son père a beaucoup d'argent. Mais oui, mais oui, mais comme ça,
n'importe qui a beaucoup d'argent, il ne va pas la donner au voisin. Exact. Et on le voit avec les Mazepin. Mais oui, on la va voir Mazepin, mais même tout, Hamilton, il n'est pas millionnaire son père, mais il a Non, travaillé beaucoup il a pour que travaillé lui ait fort réussi. pour. Exactement. Mais oui. C'est le Même même Alonso, résultat à la fin. Là. la différence, c'est qu'il n'y avait pas aussi d'argent. Mais s'il y avait, il y avait dépassé. Même le père à Alonso, quand tu vois, il a travaillé beaucoup pour réussir avec son enfant. Pourquoi? Parce qu'un enfant, quand il a 5 ans, il arrive. Qu'est-ce qu'il peut faire? Un enfant, il y a 5 ans, il y a juste ses parents qui peuvent lui donner qu'est-ce qu'il va faire. Et la majorité des pilotes qui arrivent, ils sont dans un karting depuis qu'ils ont 5 ans. C'est pas parce qu'il arrive quand il y a la majorité d'âge, il dit papa, je vais être un pilote. Non, 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 c'est des enfants qui, depuis tout petit, ils font ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Il me disait une fois quelqu'un, avant les pilotes, tu sais, les autos étaient plus difficiles à conduire. Il était dangereux aussi. Il y a beaucoup de monde qui s'est tué, mais c'est sûr que dans les contextes, quelqu'un il faisait une équipe, cherchait quelqu'un d'autre aussi. Il ne mettait pas son fils dans l'auto. Si tu vois les années 80, tu ne vas pas retrouver quelqu'un qui a son papa et a mis son fils dans l'équipe. Mais non, mais si tu vois après avec toute la sécurité, tout ce qu'il y a, mais oui, ils ne vont pas non plus mettre son fils parce qu'il sait tout dans l'auto. C'est l'art du temps, puis je pense que ça va que faire en augmentant aussi. J'ai l'impression qu'on va probablement voir ça de plus en plus. Oui. Puis c'est pas négatif pour autant. Je pense que si les occasions sont là, puis on en parlait tantôt avec Anthony Hamilton, le père de Lewis. Si Lewis est là en ce moment aujourd'hui, c'est parce que son père a travaillé tellement dur pour que son fils l'atteigne. Donc, si on pourrait faire la même critique à Anthony Hamilton, il a travaillé pour que son fils soit en Formule 1, alors que Lawrence, il a fait son argent. Il utilise sa fortune pour que son fils soit en Formule 1, mais sa position en Formule 1 est légitime pour Lance. Et j'ai l'impression que pour Mazepin, et j'ai très hâte de le voir, mais j'ai l'impression que s'il arrive en Formule 1, même si les circonstances sont différentes, parce que probablement que la licence va être plus facile à avoir, je ne vais pas être prêt à aujourd'hui dire que Mazepin n'a pas raison d'être en Formule 1 parce que je ne l'ai pas vu encore en Formule 1. Donc, j'ai hâte de voir parce que ça va être après quelques Grands Prix, je vais pouvoir juger si il est vraiment là pour la fortune de son père ou tout simplement parce qu'il a le talent pour y être. Non, tu sais, il me disait une fois un monsieur Villa del Prat, il était ingénieur de Schumacher en Benetton. Me disait une fois, regarde, les autos, ça coûte de l'argent. C'est pas gratuit. C'est des millions qui mettent là-dedans. Il faut qu'il y ait quelque chose en contrepartie. C'est sûr. Mais ça là que le monde maintenant, il habite dans son monde, il ne se rend même pas compte qu'est-ce qu'il sait être dans une voiture de Formule 1. Comme tu dis, c'est pas non plus négatif parce que c'est des personnes comme Stroll, c'est des passionnés comme son papa, c'est des passionnés comme Mazepin, c'est des personnes qui sont capables d'aller mettre son argent et de sauver des équipes, de sauver la compétition aussi, parce qu'il de moins en moins l'intérêt de toutes les marques de voitures aussi. Mais en plus, je dis tout le temps, dans l'IndyCar, il y a plein d'équipes, on les appelle des équipes familiales. Ouais. En plus, c'est bien vu. C'est bien vu. Et Andretti, il a son équipe, il y a son petit-fils qui est là, qui fait la course aussi. C'est ça que je dis. Pourquoi en Formule 1,
c'est autant critiqué. Ouais, c'est vrai. En Indica, il y a plein d'équipes et c'est de la famille. Oui, il y a un pilote qui est dehors de l'équipe, il y a un pilote qui... Le nom famille, c'est le nom de l'équipe presque. Mm-hmm. Au moins Racing Point, il ne s'appelle pas Lawrence Stroll. ou quelque chose comme ça. Ce serait... Là, je pense que les gens auraient encore plus de munitions là, pour mettre Lawrence Stroll et son fils en dehors du cadre et de les mettre dans le coin. Ça mais fait plus, pas mal. en plus, on ne se plaint pas beaucoup, mais maintenant, Non, effectivement. quand je regarde RDS, maintenant, je dis, mais c'est bien parce que Pierre, il se fâche. Il commence à se fâcher, mais là, ça va faire. Et pour finaliser cette émission un peu spéciale en l'absence d'Abdou, je veux justement t'amener peut-être sur le prochain calendrier de Formule 1 qui a été annoncé aujourd'hui. Bon, est-ce que c'est des rumeurs? Est-ce que c'est un calendrier qui est fixe? J'ai hâte de voir. Mais pour l'instant, tout pointe vers un début pour le 21 mars en Australie. On se souviendra des circonstances de celui de cette année où on était tellement excités à l'avenue de ce Grand Prix en Australie. Finalement, on connaît les circonstances avec la crise sanitaire de la pandémie de la COVID-19 qui est venue un peu gâcher tout ça. Finalement, la Formule 1 est revenue cette année et la Formule 1 vise pour l'an prochain une édition de plus, donc un autre Grand Prix. On viserait une saison de 23 Grands Prix. Qu'est-ce que tu penses de ça, d'ajouter un 23e Grand Prix? Ben, on va pas dire beaucoup parce que l'année passée, on a critiqué ça et regarde qu'est-ce qui s'arrive. mais on va voir, on va voir. C'est juste, ils essayent de faire le calendrier, c'est bien, mais parce qu'on ne sait pas non plus qu'est-ce qui va se passer d'ici là. Exact. Oui, il y a des circuits qui ont des compromis là, qui ont des étiquettes qui sont déjà vendues, que c'est cette année, on l'a placé l'année prochaine, mais donc Canada, Belgique et tout ça, c'est la même chose. Tout ça, même en Espagne, même ceux qui ont fait la course c'est supposé le faire après. Ouais. C'est ça, et on va voir qu'est-ce que ça donne. Maintenant, en Australie, il y a beaucoup de mesures pour le COVID. Qui sont très, très grandes. Oui, c'est pratiquement l'un des pays les plus intenses là, sur le point de vue des restrictions sanitaires. Donc, ça serait intéressant de voir si jamais on n'a pas de vaccin, si cette course peut avoir lieu. On parlerait de la venue d'un Grand Prix assez controversé. Donc, je t'amène vers l'Arabie Saoudite. C'est un Grand Prix qui est un peu venu dans... Ça fait longtemps qu'on parle de l'Arabie Saoudite, mais ça s'est intensifié depuis les dernières semaines. Bon, on connaît la situation historique, on connaît tout ce qui se passe en Arabie Saoudite. Est-ce que tu penses que ça peut venir mettre un certain de l'ombre sur la Formule 1 ou bien c'est vraiment tout simplement une décision financière? Ça, c'est une décision financière, c'est clair. C'est clair que c'est une décision financière. L'ombre, je dis que il y a déjà des Grands Prix qui ne devraient pas être là, comme Azerbaïdjan. Il y a Azerbaïdjan, il y a même la Russie. Qui est une question pourquoi on va encore là, effectivement. Oui, c'est ça. C'est là que je dis que la FIA il devrait être un peu plus clair sur les objectifs. Sensible aussi. Il doit se concentrer ou en le sport ou en la sensibilité. Pourquoi? Parce qu'il travaille beaucoup sur l'égalité, la sensibilité, les droits des personnes. Mais quand même, on a un Grand Prix en Chine, un Grand Prix à Azerbaïdjan, on a un Grand Prix en Russie, en Bahreïn. C'est vrai, aussi. C'est pas n'importe quoi non plus. Puis là, il va y avoir 2 Grands Prix à Bahreïn cette année. Donc, tu vois, c'est 2 Grands Prix de plus à donner de l'attention à un pays comme ça. Et c'est aussi, pour moi, le fait que la Formule 1 cette année, tu l'as dit, s'est concentrée sur la lutte contre le racisme et tout ça. Donc, de voir qu'on recule un peu dans
tous les discours de droits de l'homme et de droits de l'humain et tout ça, de voir qu'on sort dans un pays comme l'Arabie Saoudite, moi, ça me dérange énormément. Personnellement, je pense que je ne regarderai même pas le Grand Prix. Ça m'intéresse. Je regarde celui de Russie avec une certaine distance. Oui, c'est ça, moi aussi. Mais celui de l'Arabie Saoudite, très honnêtement, je vais être honnête avec nos auditeurs, je ne regarderai pas ce Grand Prix. Je ne sais pas, il va être quand. Je pense qu'on parle de fin de l'année, là, donc peut-être décembre ou tout ça. Donc, j'ai hâte de voir à quel moment il va être. J'espère que ça ne tombera pas sur une fin de semaine où l'intensité va être à son comble et que ça ne sera pas un Grand Prix qui va décider si un pilote gagne ou non le championnat. Mais pour moi, je vous être très désintéressé par ces Grands Prix. Je ne sais pas pour ta part. Mais pour moi, c'est la même chose. La seule chose que je dis, la FIA osa dit, c'est le business, et c'est fini, mais donc pas fait pas de campagne de sensibilisation des droits des personnes, de tout ça, mais ça a rien, parce que qu'est-ce que tu fais en contrepartie, ça marche pas. En plus, c'est là mes petites bémols pour Hamilton. Ça arrive là-dedans parce que lui aussi, c'est très, très, très pour les droits, très pour tout, mais après, il n'y a pas de problème à courir en Russie. Il n'y a pas de problème à faire la course à Azerbaïdjan. Il n'y a pas de problème à faire la course à Bahreïn. Mais en plus, quand il fait ses revendications, il ne la fait même pas dans un pays dont les droits ils sont vraiment supprimés, patinés, ils n'ont rien fait. Mais c'est ça, c'est ce que je dis. Oh, tu fais la course et tu dis, bah, c'est l'espoir, c'est le business. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Me donne pas leçon de morale, il y a au contraire. Donc, pour finir, je vais peut-être vous donner quelques dates importantes de la prochaine saison. Donc, je l'ai dit tantôt, la saison commencerait le 21 mars en Australie, ce qui suivrait le Grand Prix de Bahreïn et de Chine avant celui qu'on attend depuis cette année et on a très hâte de le voir, celui du Vietnam qui pourrait, selon toute chose, se dérouler le 25 avril, mais en raison de tout ce qui se passe avec la COVID-19, ce serait un Grand Prix qui pourrait être encore déplacé à plus tard dans la saison 2021, donc à voir. Ça, on suivrait avec une liste assez habituelle, on connaît pas mal... il n'y a pas trop de changements. Là. Espagne qui reviendrait encore une fois, que dans les circonstances, on ramène ces Grands Prix qui ont pensé à être décédés ou complètement morts. Mais il revient des cendres avant. Donc, il serait tout juste avant Monaco, Azerbaïdjan. Mi-juin, comme d'habitude, on viendrait ici au Canada. Avant d'aller en France, Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie et le Pays-Bas. Un autre finalement un autre Grand Prix qu'on attend depuis qui a été annoncé. Je pense que les Néerlandais ont très hâte de faire pousser la vague orange de Max Verstappen, qui en théorie ce Grand Prix-là aussi serait un petit peu plus tard dans la saison parce que en pratique, la Formule 1 aimerait le mettre peut-être en début mai, fin mai. Alors, dans les circonstances, on veut le mettre un petit peu plus loin. Il irait bien sûr en Belgique après, en raison des distances. Là, ça a beaucoup de sens que ces deux Grands Prix-là soient après l'un de l'autre. Ensuite, on viendrait en territoire nord-américain au Mexique, Brésil, et on retournerait en Arabie Saoudite et à Abu Dhabi. Pour l'instant, il y a 4 destinations qui sont inconnues selon toutes les rumeurs. On n'a pas encore toutes les destinations, mais ça sera intéressant. Est-ce que tu serais intéressé de revoir la Formule 1 à Portimao, toi? Au Portugal? Au Portugal, je ne sais pas, j'attends voir le prochain Grand Prix, comment ça s'appelle? Imola. Turquie. Oui, c'est vrai, Turquie, ouais. Turquie, parce que, oui, Portimao était un bon choix quand même, parce qu'il y avait besoin de circuit, mais
Portimao y Portugal y va para voir pour pas y les canaux, il y a des contrats avec les pays, fait que les autres, il me passó qu'il y a quelqu'un gratuit, tout le monde doit payer le gros prix, ça marche pas. Mais s'il y a un Grand Prix que je voudrais voir, c'est celui de Turquie parce que c'est un circuit qui est beaucoup magnifique et on va voir maintenant, il va laisser en public avant. Mais de toute façon, je n'ai jamais réussi à mettre de public là-dedans. Rendu là, ça fait pas très différent. Maintenant, est-ce que le public turc pourrait se réintéresser à la Formule 1 peut-être? J'ai hâte de voir. Je pense que de revoir les Grands Prix cette année, ça va les aider. Peut-être avant de réintéresser la population et voir ce qui peut arriver. Mais c'est possible que ce soit dans les destinations inconnues. Pour l'instant, on a très peu d'informations sur ces destinations. Ouais, peut-être qu'ils n'ont pas tout dit pour un cas où. Au cas où, peut-être, si jamais ça fonctionne moins bien puis qu'on a des résultats moins encourageants qu'on le croyait, peut-être qu'on va dire « Ah, finalement, on va avoir 22 Grands Prix. » Mais j'ai hâte de voir. Ça va être intéressant autant de terminer cette fameuse saison qui jamais on n'aurait pu penser qu'elle soit aussi longue, mais dans les circonstances de la pandémie de la COVID-19, mais la saison prochaine aussi me semble très intéressante, tout juste avant le changement de règlement des moteurs et tout ça. Alors, ça me semble assez bon comme saison. Donc, merci beaucoup, Anna-Maria. On a fait 1h45 quand même. Sans Abdou. Abdou était jaloux. On a réussi à rentrer dans les temps. Habituellement, on est 3, donc c'est sûr qu'on a un petit peu plus de jasette. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais merci beaucoup, Anna-Maria. C'est toujours un plaisir de te parler. Tu amènes toujours des points tellement intéressants. Et on a très hâte de retrouver Abdou et sa voix mielleuse et tout ce qu'il peut apporter en connaissance historique de la Formule 1. Ça me manque déjà. C'est un homme avec tellement de... L'histoire de la Formule 1 est ancrée dans sa tête et ça paraît à chaque balado-diffusion. Et ça, j'ai très hâte de le retrouver. Alors, merci à vous, cher public, de nous avoir écoutés. Alors, donc, nous sommes vraiment disponibles sur toutes vos plateformes préférées de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Donc, n'hésitez vraiment pas à communiquer avec nous sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et Twitter. On est toujours assez actifs pour vous donner le plus d'informations possible sur la Formule 1 au cours de la semaine. Et si vous voulez aussi nous poser des questions, nous donner des commentaires aussi, c'est toujours un grand plaisir de vous écouter. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau modèle. Je pense que j'anime un petit peu différemment qu'Abdou, mais j'espère que vous avez apprécié. Donc, merci beaucoup à vous d'être avec nous et n'hésitez pas on va probablement la semaine prochaine j'aimerais peut-être ramener le modèle des contre-performances. Donc, si vous voulez nous communiquer, on va faire un message au cours de la semaine pour vous inviter lors du prochain Grand Prix à nous donner vos meilleures performances, mauvaises performances et votre petit moment citron. Non, c'était orange. Cocasse, exact. Donc, merci beaucoup, Anna-Maria, encore une fois. Et on se retrouve à la prochaine. Salut à tous. Salut, à la prochaine.